nous allons laisser la parole à Roberto Fratini Serafide, qui vient de Barcelone, qui enseigne à l'Institut du Théâtre, ce qui correspond un peu au Conservatoire supérieur de danse, et qui par ailleurs fait beaucoup de conférences à l'international. Il est universitaire et théoricien de la danse. Et il est aussi dramaturge. Il a été pendant plusieurs années auprès de Caterina Sagnan notamment. Mais alors je reprends la petite liste, on ne les dira pas tous. Mais il y a Philippe Serre aussi, pour La Véronale, pour Germana Sivera, pour Roger Bernat et pour Sol Picot. Il est aussi l'auteur d'articles et d'essais. Et je voudrais signaler pour ceux qui parlent la danse, un ouvrage très intéressant qui parle l'espagnol, pardon, qui est La danse et les dérives de la narration. Voilà, merci. Et nous lui avons confié la délicate tâche de s'interroger sur la dimension, la notion d'émergence. Merci. Bonjour, j'essaierai de ne pas être trop ennuyeux, puis on vient de manger, c'est l'heure la plus difficile pour donner une conférence. Et alors, mon idée est de laisser quand même une vingtaine de minutes pour vos questions, vos questionnements, etc., pour avoir un peu de dialogue, et qui veut dire que peut-être je couperai une partie de la matière que j'ai. Il y a beaucoup de choses à dire sur le thème. Alors, disons que tout d'abord, il y a différentes manières de se rapprocher du concept d'émergence. La première tient en compte les raisons de ce qu'on appelle la création émergente. C'est cette partie de la création qui est toujours en débit ou en dépit de visibilité et en précarisation croissante. Pardon. Le deuxième aspect qu'on peut considérer de l'émergence est de la considérer comme modalité poétique fondamentale, comme structure, comme protocole des modes d'apparition dans le travail chorégraphique de la postmodernité, c'est-à-dire explorer un peu le côté poétique, le signifié poétique. Et le troisième aspect qu'on devrait prendre en considération est celui de l'émergence comme forme de l'événement, forme d'un événement physique, forme d'un événement mental, expérience de la pensée, manière d'être, finalement de prendre en considération l'émergence d'un point de vue phénoménologique. Alors c'est difficile justement d'arriver à tisser l'enchevêtrement de tous ces motifs dans le peu de temps qu'on a à disposition, mais on essaierait quand même de illustrer quelques-unes des relations entre ces aspects et des retentissements qu'il y a entre ces aspects. Alors je commence de la manière la plus banale. Dans le milieu de la danse à Barcelone, en Espagne et aussi en Italie, il y a une espèce de blague allégorique qu'on utilise normalement pour définir la différence entre les artistes, disons, affirmés et les artistes, disons, émergents, pour ne pas dire submergés. Il y a justement une métaphore physique et marine, c'est-à-dire normalement on dit qu'il y a une espèce de ligne de flottation dans le marché des pratiques artistiques et qu'il y a des artistes qui, dès par un succès soudain, dès par un consensus majoritaire, critique ou commercial, arrivent à supérer, à dépasser cette ligne de flotation et à rester à fleur d'eau, c'est-à-dire à ne jamais plus plonger, à ne jamais plus connaître la noyade et l'invisibilité. Par contre, il y en a d'autres qui sont là en train de retenir le souffle et de bouger, et de bouger, et de bouger dans les eaux profondes. Alors, avoir dépassé cette ligne de flottaison comporte toute une série d'avantages en termes de visibilité, de continuité du travail, de retentissement du nom, même de retentissement médiatique du nom, avoir le moyen pratique de développer des envies poétiques. Ça représente normalement une garantie de croissance et une garantie de la confiance du marché, parfois même d'une croyance qui s'assume comme un acte mystérique de foi. C'est-à-dire, parfois le marché de l'art a ses religions à lui, parce que le marché s'efforce de croire au projet de l'artiste émergé et lui offre une élongation de la confiance dont la temporalité est plus lente que celle de l'histoire des faits. C'est-à-dire que souvent, et c'est normalement ce dont on se plaigne dans le milieu de la danse, c'est qu'il y a des artistes dont le message est, pour ainsi dire, épuisé, et par contre, ils continuent à être des artistes très visibles, très représentés. Ce sont les fameux dinosaures de la création, l'aristocratie de la programmation.
les, voilà, les zombies qui traînent dans le cimetière des poétiques disparus. Disons qu'il y a, un certain phénomène d'élongation temporelle, des effets qui survivent à ces causes. J'exagère toujours, mais on est là pour faire des provocations. Mais, bon. Alors que l'artiste submergé ou à peine émergent n'a pas normalement ces avantages-là. Alors, à observer. Premier, que l'artiste émergé, à différence de l'émergent, a d'image. Il a une image, mais pas seulement parce qu'il atteigne une visibilité qui fait retentir son image dans les formes de l'idolâtrie culturelle. Il a aussi une image parce qu'objectivement, son image commence à flotter au-dessus et en dehors de l'événement pratique qu'est son travail de danse. Disons que son image acquiert une persistance, une espèce de résilience, elle s'institutionnalise, il possède une étrange forme de charisme ou de aura qui du coup rétroalimente la croyance de par l'attention institutionnelle qu'on lui prête à tout moment. Il y a dans ce phénomène-là, qui n'est pas un phénomène qui est que de la danse, c'est-à-dire c'est vraiment un phénomène du marché culturel, quelque chose d'une hypostase, c'est un concept théologique finalement, c'est-à-dire que vraiment l'image de l'artiste et ce que l'image représente devient l'objet d'une espèce d'idolâtrie, pour ne pas dire d'un culte, mais surtout la première conséquence, c'est l'élargissement de la sphère de sa performativité ou la dilution de cette sphère. C'est-à-dire qu'il a le droit à ce qu'on reconnaisse son projet en termes de continuité, alors que le projet de l'artiste inconnu est toujours ponctuel et accidentel par définition. C'est-à-dire que la poétique de l'artiste émergé devient une poétique chronique, il a droit à la chronicité, il acquiert une espèce de droit de passé et droit de futur. On reconnaît et on apprend à connaître son histoire et on lui donne toujours des chances pour le futur. Il y a même une analogie entre ce droit de futur et le droit aristocratique traditionnel de généalogie. Ça veut dire je peux produire une lignée. À observer aussi qu'il y a une analogie sinistre entre cette dichotomie des submergés et des sauvés dans le marché artistique et la même dichotomie dans l'allégorie générale des éclipses massives du collectif. Je pense toujours au titre d'un bouquin très connu de Primo Levi qui s'appelle « Les submergés et les sauvés », qui parle justement des camps de concentration et du syndrome de culpabilité de ceux qui ont survécu sans raison apparente. On pourrait même exagérer et dire que si parfois on peut détecter un certain paternalisme dans la relation entre les artistes de la première catégorie et les artistes de la deuxième, et se doit probablement au paiement d'une dette de culpabilité pour le sort chanceux de s'être sauvé dans des conditions aussi extrêmes que celles d'un milieu comme celui de la danse contemporaine, habitué à vivre son exclusion structurelle comme un phénomène de concentration. On est un monde très petit, c'est-à-dire que la lutte se fait dans un espace très, très étriqué et avec généralement très peu de recours. Il faut aussi considérer l'asphyxie du marché et la croissante dématérialisation de la pratique artistique, l'éclipse de l'objet artistique, l'éclipse d'une notion objective ou traditionnelle de chorégraphie, le triomphe de la néo-maladresse, les difficultés, toutes les choses qui font que l'objet artistique en soi soit de plus en plus dématérialisé, qu'il soit de plus en plus difficile de montrer sa matérialité et sa valeur objective au public, d'où la difficulté des médiateurs, qui est de subministrer à un public qui en veut de moins en moins des rations homéopathiques de haute culture, de la haute culture censée le soigner, alors que le volume de l'offre culturelle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que d'un côté, on veut séduire le public, mais de l'autre côté, on ne veut pas lui subministrer des rations massives de cette haute culture qui devrait les soigner de ces maux spirituels. Et alors, on se limite à donner des petites rations, alors que l'offre culturelle s'accroît d'une manière monstrueuse. Dans les 30 dernières années, on a produit plus de culture que dans tout le siècle. Et alors, le résultat, la conséquence est ce que j'appelle l'effet tomate. L'effet tomate,
Alors en Espagne, c'est un phénomène typiquement espagnol, chaque année, il y a une destruction massive des denrées de tomates due à une contraction de la consommation et à l'exigence de sauvegarder la croissance constante de la valeur du marché du produit et du prestige symbolique de la marchandise. Dans le marché artistique, il arrive plus ou moins la même chose. Disons que les artistes submergés ou émergents sont comme, j'exagère, des marchandises abîmées, damaged goods, des corps en migration constante, des chairs déplacées ou des chairs refoulées. Et le marché a besoin qu'il continue en général dans cette situation de invisibilité structurelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation directe entre la vocation sélective du marché artistique, qui ne ratifie qu'une portion très très étriquée du produit, et la précarisation sous-jacente de toute la base de la création. C'est-à-dire que même s'il existe toute une rhétorique du pluralisme, de la promotion de la nouveauté, de l'élargissement de la visibilité, il y a quand même une pratique, qui est la pratique vigente, qui est de créer des phénomènes qui garantissent la survie d'un marché liminaire et marginal, de par la non-survie, l'éclipse ou l'occultation de toute une création non phénoménique à la lettre, c'est-à-dire qui n'apparaît pas et qui ne doit pas apparaître pour que le peu de création qui apparaît ait de la valeur de marché, et d'une création aussi parfois non phénoménale, parce qu'elle ne peut pas exploiter, disons, les effets dont normalement la création qui est plus prisée, la création émergée peut jouir. Alors, tous les artistes précaires ne sont pas précaires par hasard. Ils doivent être précaires. Ils sont précarisés nécessairement. Ce phénomène-là ne peut que s'accentuer avec la crise économique, dont les effets se rajoutent à la crise chronique du secteur de la danse, et dont le résultat est d'augmenter le mijotement du discours autour de l'émergence, en termes de sollicitude, de hâte, d'empressement. Il faut en parler, là aussi. On est en train d'en parler, finalement, à mesure que l'émergence se raréfie dans la pratique, qu'elle se raréfie en termes de phénomènes. C'est-à-dire qu'en parler tellement et en faire le centre de nos préoccupations est aussi une autre manière de s'en préoccuper beaucoup pour ne pas s'en occuper. J'exagère, mais normalement, ce qui arrive. L'art émergent devient ainsi le typique exemple en art de ce que, dans le panorama plus général de la crise économique, est la disparition, l'éclipse ou la contraction de toute la classe moyenne. Ce qui est en train de disparaître est la classe moyenne la classe moyenne de la création, finalement. Et la classe moyenne de la création sont précisément les artistes émergents, ceux qui sont dans le milieu de la ligne de flottaison. Encore, un autre symptôme de ce que je viens de dire est l'effet des redondances des programmes de sauvetage massif de l'émergence. Alors, j'ai assez d'expérience de plateformes européennes, Module Danse et bien d'autres. Alors, normalement, les plateformes européennes sont nées justement pour donner plus de visibilité à la création de jeunes, aux nouveautés poétiques, etc. Le problème est que les plateformes européennes censées favoriser ou promouvoir l'extension de l'offerte culturelle pratique en matière de danse ont abouti en général sur une extraordinaire banalisation, uniformisation et standardisation des saisons et des programmes. C'est-à-dire qu'on voit programmer, ratifier, distribuer comme des primeurs à ne pas perdre toujours les mêmes noms, toujours les mêmes artistes. Et on pourrait prendre les saisons européennes et on pourrait tranquillement vérifier ces effets des redondances. Il y a pour ainsi dire une automatisation des politiques de programmation. Et parfois, je me demande s'il ne serait pas thérapeutique de bloquer cette automatisation par un système aléatoire de sélection. Parfois, je me demande si ça ne pourrait, comme dans le cas, voilà, finalement, c'est l'expériment de Cunningham, de voir si, en lançant des dés et en faisant des choix aléatoires, il y a quelque chose qui se passe. Parce que pour le moment, tout ce qui se passe est déjà prévu et il ne se passe que la même chose dans tous les programmes. Une autre conséquence, et ça c'est un thème plutôt voilà, complexe, est ce que j'appelle le maintien stratégique des poétiques de précarisation.
disons que beaucoup des formats poétiques qui en ce moment sont devenus le pain quotidien des artistes émergents et qui représentent leur manière de survie, work in progress, try out, tous les processus de travail ouverts, sont finalement des processus de précarisation. Ce que je dis toujours, c'est qu'il est comme si un marché de plus en plus liquide ne pouvait qu'absorber des produits liquides parce qu'il est déjà incapable d'absorber des produits plus solides. Et la liquidité du produit devient un caractère fondamental de la jeune création qui se voit à la lettre otage de ce système de création qui est à la fois une option politique, une manière de survie et la seule manière d'être absorbé par le marché, qui produit inévitablement, en effet, une fois de plus, marginalisation structurelle, marginalisation nécessaire. Et encore, une autre conséquence est l'accentuation du puritanisme laboral. Alors, je vais le résumer beaucoup. Consiste simplement dans le fait que l'artiste qui n'a toujours pu démontrer de mériter son privilège en tant qu'artiste est spécialement en position de devoir démontrer qu'il travaille dur pour obtenir ce privilège. C'est-à-dire que finalement, on demande aux artistes émergents de démontrer tout le temps qu'ils sont en train de développer leur travail, de démontrer qu'il s'agit effectivement d'un travail, de temporaliser, par exemple, de décrire en détail la temporalité, la chronicité de son travail, et surtout de payer leurs dettes à la société. Et le dette à la société se paye de deux manières. En soumettant constamment à la collectivité le produit partiel et toujours provisoire, toujours pénultime de mon travail. En plus, montrant tout le temps que je suis enchanté de ce que les gens viennent voir, ce que je suis en train de faire. Et l'autre chose est d'inclure toujours dans la description des projets quelque chose qui démontre l'utilité sociale et morale du projet. Il faut contribuer au projet du bonheur universel. Et si on est artiste émergent, c'est spécialement important. Le cynisme devient un luxe pour les riches. Okay. Les artistes pauvres ne peuvent pas se prendre le luxe d'être cyniques. Et être cynique ou être cruel veut dire avoir ou se donner le droit de produire des effets sans devoir expliquer des causes. Alors que l'artiste émergent, il est tout à fait otage et prisonnier de l'univers des causes, de l'univers de la causalité, de l'univers de l'explication. Bon, finalement, il y a une métaphore qu'on peut prendre pour décrire un peu la situation et pour venir un peu à la pars construens de ce discours, qui est le principe d'Archimède. Archimède ou Archimède ? Archimède, parfait. Bon, vous savez que la loi, le principe d'Archimède, dit qu'un corps dans un liquide reçoit une poussée verticale ou poussée hydrostatique proportionnelle au volume de liquide qu'il déplace. Et j'ai essayé d'appliquer un peu cette métaphore à la situation de l'artiste émergent, l'imaginant comme effectivement plongeant dans un liquide. Alors, la métaphore est assez bonne par plusieurs aspects. Parce que si on l'interprète en des termes poétiques, la première chose qu'on peut dire est que le potentiel d'émergence est directement proportionnel à l'entité ou quantité de langage que l'artiste arrive à mobiliser et à déplacer. C'est important parce que de ces déplacements de la surface d'apparition de signes est faite toute l'aventure de la danse postmoderne, toute l'aventure de la danse des dernières 60 années. Elle est faite d'effacement, de déplacement, de délocalisation et de décentralisation. Ce qu'on a toujours appelé la démocratisation du corps, en fait, tenait beaucoup plus de l'agencement d'une parution de la danse hors de ces lieux, d'une mise de la danse hors des lieux, qui est finalement un acte d'émergence. C'est-à-dire, c'est très structurel, le déplacement du langage, le déplacement du milieu est très structurel de la poétique de la danse contemporaine. Encore, qu'est-ce qu'on peut déduire du principe d'Archimède ? Qui est souvent, une fois arrivé à la surface, la seule manière de l'artiste de ne pas plonger davantage et disparaître une fois de plus sera de faire la planche, de s'adapter, d'avoir un bon moyen de navigation, ou de s'adapter au système d'ondoiement d'un marché avec une certaine inertie.
En fait, c'est précisément de cette inertie structurelle qui me sert pour rester à fleur d'eau, pour rester hors de l'eau, d'où viennent tous les effets de congélation de style, de création d'un brand, de création, fondation d'une griffe poétique, tout le dinosaurisme dont j'ai parlé. Finalement, c'est une manière de rester à flot. Encore, on peut en déduire que les créateurs émergents n'ont normalement que le volume de leur corps pour produire cet effet de repoussement du moyen ou du milieu. C'est pourquoi souvent leurs propositions sont extrêmes, parce que l'extrémisme de leurs propositions obéit à une loi physique simple. Augmenter la force de l'impact pour augmenter la réaction du milieu, pour exalter la réaction du milieu. Encore, de la même manière qu'ils n'ont que leur corps normalement, qu'ils n'ont que l'indigence de leur corps pour produire un impact sur le milieu liquide qui puisse produire une certaine réaction, une certaine poussée verticale, ils n'ont que leur corps pour se garder à la surface. C'est-à-dire qu'ils n'ayant pas... pour se garder à la surface, alors que d'autres sont pourvus des meilleurs bateaux pour naviguer les eaux troubles du marché. C'est-à-dire que normalement l'artiste émergent doit appliquer une vertu que les Grecs appelaient la métisse. La métisse qui est la faculté de pouvoir adapter ton corps aux circonstances et de pouvoir, pour ainsi dire, déjouer l'hostilité du contexte pour pouvoir survivre. C'est finalement ce que Ulysse applique une fois qu'il a naufragé, qu'il est sans bateau et qu'il se laisse simplement flotter pour pouvoir résister les tempêtes que les dieux sont en train de déchaîner contre lui. Il se laisse porter par le courant. Et encore, dans la lutte, dans le combat avec son milieu, l'artiste émergent doit choisir entre boire ou se noyer. L'avantage qu'il a est qu'il connaît le langage et le milieu, de par une connaissance très directe, de par un contact très forcé, très forcené, qui ressemble moins à une connaissance. La connaissance est plutôt le privilège du créateur navigué, du créateur avec expérience, qu'en cognition. Cognition qui veut dire je suis en contact avec mon milieu et je ne connais que par le tact. Ma connaissance du milieu est directement haptique. Si je suis un jeune créateur et je bouge vraiment, pour ainsi dire, je plonge dans le langage, je plonge dans le milieu et c'est impossible que j'en sois détaché. Finalement, j'en suis une fois de plus l'otage. Encore plus, l'artiste inconnu, finalement, est souvent là pour faire milieu. Il fait milieu, il se confond avec le milieu. On parle du milieu de la danse, on parle du monde de la danse. En espagnol, on utilise le mot qui est el mundillo, le petit mont, qui veut dire cette espèce de décor qui a besoin de ses figurants, qui a besoin, disons, de son mobilier biologique pour que les acteurs principaux puissent émerger avec plus de force. Alors quand je parle d'une relation cognitive avec le milieu, je parle vraiment de cet effet-là qui fait que l'artiste se confond directement avec le milieu et que pour pouvoir s'en détacher, il doit faire un effort spécialement violent et spécialement convulsif. On peut dire que les jeunes artistes sont dans une position d'avantage poétique qui est directement proportionnelle à leurs désavantages matériels. C'est un peu, si l'on veut, la différence entre les épigones et les créateurs originels. L'épigone est à son aise dans la température, dans la texture, dans l'univers physique du milieu où il plonge, alors que le créateur originel en connaît le potentiel d'étouffement. Il veut s'en détacher désespérément. Les épigones assument l'eau comme un véhicule qui se déplace et où on peut se déplacer depuis une certaine stabilité structurelle, alors que les vrais artistes originels ne connaissent pas cette stabilité. Où est-ce que ça pointe, où est-ce que ça affiche un peu cette différence de point de vue? Justement dans le fait que les artistes, les épigones, donnent priorité au format, alors que les artistes originels donnent priorité aux formes. Un créateur originel est toujours une forme de quelque chose qui a été expulsé du format.
par inadaptation ou par illusion du format. La raison de ce que, dans l'actualité, le marché soit plus sensible au format qu'aux formes est que le format tient du packaging et de l'étiquetage. Ils autorisent un certain maximalisme de l'attention. Le format est toujours repérable et reconnaissable, alors que la forme, si c'est vraiment une forme, si elle fait vraiment une différence poétique, tient d'une turbulence entre conteneur et contenu, d'une invention un peu fantasque, parfois sinistre, qui est vraiment en art l'analogue des morphologies sauvages de la vie dans les abîmes océaniques. La forme est une créature hors catégorie. Pour citer Suzanne Suleiman, elle en parle comme d'un corps protéine capable d'échapper à tout rôle fixe, entrant dans un flux d'une complication infinie. Créature hors catégorie aussi parce que il est toujours l'objet d'une reconnaissance douteuse, d'une reconnaissance aurorale, si cet adjectif existe. On ne saurait même pas dire s'il est simplement tout nouveau ou s'il semble tout nouveau parce que c'est finalement très atavique, très ancien, un peu comme il arrive de ces morphologies des océans profonds, les morphologies des la zone la plus obscure de l'océan. C'est finalement des morphologies tout à fait bouleversantes, mais simplement parce qu'elles n'ont pas évolué. Normalement, on reconnaît les artistes originels parmi les artistes émergents, justement parce que ce n'est pas simplement qu'ils nous proposent une nouveauté, c'est que la nouveauté qu'ils nous proposent nous donne la sensation d'avoir toujours été là, même si nous ne nous en étions pas aperçus. Disons qu'alors, il y a chez la création émergente quelque chose comme une dimension anadiomène. C'est un adjectif très aimé par Georges Didier Huberman, anadiomène, qui est l'adjectif normalement appliqué à Vénus et à la naissance de Vénus, est une espèce de complexe entre apparition et disparition, apparition et éclipse. Disons que dans le protocole de tout ce qui est anadiomène, la surface apparaît comme la circonstance d'une turbulence où ce qui apparaît n'apparaît que comme étant en train de disparaître. Il y a vraiment la condition structurelle des artistes émergents. Ils apparaissent et ils sont toujours en position de pouvoir disparaître. Ils ont quelque chose de beau et de monstrueux, si l'on veut. À la lettre, monstre veut dire quelque chose, il montre quelque chose. Il représente un accès à un bas lieu, à une région de dissemblance, pour ainsi dire, parce qu'il ne ressemble pas aux choses que nous connaissons, ou il ressemble trop à des choses qu'on connaissait déjà, mais on voulait feindre de ne pas les connaître. Attention, parce que tout ça crée une espèce de parenté poétique entre le concept d'émergence poétique et toutes les analogies marines du corps dansant qui ont été élaborées dans les prophéties philosophiquement les plus mûres de la danse moderne, qui vont des méduses de Paul Valéry au nénuphar blanc de Mallarmé, à la mer de Loïc Fuller. Il y a d'autres contributions ponctuelles à une espèce de prophétie de la danse moderne qui insistait sur les images de flottaison, qui insistait sur les images d'émergence, qui insistait sur les images anadiomènes, justement pour proposer l'option d'une danse, une prophétie qui a été assez inassouvie le long du XXe siècle, l'option d'une danse qui est plus le lieu de l'apparition et de la disparition que l'espace de la présence. On parle un peu trop de la danse comme espace de la présence et de la consistance, alors que c'est vrai que dans l'histoire idéologique de la danse du XXe siècle, il y a une espèce de sous-tradition qui est considérée la danse d'un point de vue un peu plus magique, justement comme territoire de l'émergence, territoire de l'apparition. Ou encore, on peut dire que précisément de par leur tendance à faire milieu, à être le déco duquel ils veulent se détacher, les nouveaux artistes sont comme les phasmes dont aussi Didier Huberman parle. Le phasme, c'est l'insecte absolument mimétique qui ressemble au milieu végétal sec dont il s'alimente. Chaque fois que Didier Huberman parle du phasme, il en parle comme d'une forme, d'une vision
en fantôme et finalement aussi en présage. Parce qu'il est le porteur d'une différence insensible qui se donne à même le milieu. Du coup, on voit que quelque chose est en train de bouger. Et la réalisation, l'épiphanie abrupte, l'épiphanie soudaine de ce mouvement en même les milieux est effectivement le symptôme, l'indice de l'émergence. Il est l'expression d'une inattendue ou inespérée vitalité du milieu. Dans le cas de l'art, il y a la vitalité des signes, la vitalité du langage. Ça provoque l'exclamation « et quand même ça bouge ». Et il représente même la diagnose cognitive de la structure du milieu, de sa maladie. Quoi? Diagnose. Pardon. Ça va. Okay. On peut appliquer un peu, parce que justement le problème est comment est-ce qu'on reconnaît la vraie émergence, comment est-ce qu'on reconnaît les artistes vraiment émergents. Bon, il faut faire un exercice assez semblable à l'exercice de captation qui Walter Benjamin recommandait à l'historien. Il s'agissait de capter le sens de l'histoire depuis l'indigence de ses aspects submergés. Réécrire l'histoire ou imaginer l'histoire et la capter dans le présent, pas à travers ces triomphes de consommation, mais précisément à travers l'immense répertoire de tout son non vendu, de toute la partie d'aspiration ou d'inspiration ou de délire qui n'arriva jamais à s'objectiver dans une économie. C'est la seule manière de pouvoir capter le caractère anachronique de l'émergence, qui veut dire c'est pas seulement quelque chose qui a à voir au futur et c'est pas quelque chose qu'on consomme dans le présent. Il faut le capter comme une turbulence du temps, dans des termes métachroniques, parce que finalement, ça part toujours, surtout du passé. Ce n'est pas quelque chose à vendre pour le futur. On peut vraiment appliquer un peu le paradoxe de Didier Huberman qui dit « Que faut-il donc à l'apparition, à l'événement de l'apparaissant ?» Il dit « Il lui faut une ouverture unique et momentanée. » Cette même ouverture, Robert Dahn, qui avait entraîné toute une génération de chorégraphes postmodernes, l'appelait « space of nothing », l'espace du néant. D'où la grande difficulté de la médiation culturelle, qui est de permettre que ce qui apparaît ne perde pas la qualité primaire de l'apparaissant, qui est l'incidentalité, finalement. C'est un peu le paradoxe, si l'on veut, de la médiation culturelle. On en a parlé beaucoup ces dernières semaines. Justement, l'idée qu'il faut garantir cette incidentalité, mais en même temps, il faut la soumettre à un programme, qui est le programme de médiation sans la amortiser, sans la neutraliser. Quel est l'avantage poétique fondamental de l'art émergent? Bon, qu'il habite une zone d'exclusion, et cette zone d'exclusion, dans la haute performativité du présent, est devenue une espèce de lieu de la non-participation et des lieux de la perplexité. La perplexité est une vertu plus urgente que toute dissidence, plus urgente que toute rébellion. Parce que seulement la perplexité peut percevoir, comprendre les débilités intrinsèques du format. Les artistes émergents, normalement, travaillent depuis cette perplexité, qui est un peu l'humeur forcée de leur situation d'exclusion. Ceux qui ne sont pas invités au festin de la culture, ou qui en grignotent les restes d'en bas de la table, se trouvent dans la meilleure position d'en ressentir et d'en juger les misères. C'est pourquoi les artistes émergents sont aussi finalement en position de subvertir la règle qui fait des artistes des simples produits du paysage culturel. Étant les déchets de cette culture-là, ou étant sa partie opaque, les artistes émergents occupent une zone d'invisibilité d'où la culture finalement se donne à voir pour le dispositif d'étouffement qu'elle est. En fait, c'est dans les artistes émergents qu'on réactualise la vérité prononcée à son temps par Laurence Loup, qui disait « La danse a sa source dans cette extension en nous du visible ». C'est-à-dire que la danse est quelque chose qui apparaît depuis un lieu, qui est le lieu de l'invisibilité.
les artistes émergents sont en condition, puisqu'ils connaissent très bien ces lieux-là, de le reconstituer plus facilement. Ils habitent en marge critique et en fait leur vertu en termes historiques est de nous aider à reconstituer tout le temps la marginalité structurelle de la danse. J'ai fait un exemple. Une des sources iconographiques les plus importantes par rapport à la danse du Moyen-Âge étaient les marginalia. Marginalia étaient des petits dessins des danses, en fait c'était des croquis des danses que les moines qui étaient en train de transcrire ou de copier des grands textes sacrés ou des grands textes classiques faisaient dans les marches blanches de la page du livre, du code qu'ils étaient en train de copier, de remplir. Et c'est vrai que normalement les figures qu'ils représentaient étaient des figures dansantes, grotesques ou dansantes. C'est une source énorme d'informations. Et la richesse de cette source d'information dépend surtout du fait que les moines faisaient ça pour ne pas s'ennuyer. Quand ils étaient très emmerdés par leur travail qui avait à voir, disons, à la haute culture, c'était même une mission théologique et littéraire, ils mettaient les signes en vacances, si l'on veut. Cette vacance du cygne était la danse qu'ils représentaient. Mais ce qui est plus fascinant, justement dans les marginalia du Moyen-Âge, est qu'on ne saurait jamais dire si les figures dansent parce qu'ils habitent à marge de la page, ce qui les oblige justement à se recroqueviller et à faire 1000 acrobaties pour habiter ce marge-là, ou si plutôt ils habitent en marge parce qu'elles dansent. C'est-à-dire que leur marginalisation est structurelle et biunivoque, pour ainsi dire. Et ça a représenté pendant des siècles le rôle de la danse. Je ne dis pas que tout le front d'émancipation qu'on a pu développer tout le long du XXe siècle soit mauvais, mais peut-être il faudrait redécouvrir un peu la richesse de pouvoir travailler dans ce marche-là, qui est aussi justement un marche d'émergence, un marche d'invention. La danse émergente offre, pour ainsi dire, la réapparition d'un traumatisme très ancien, la réactualisation d'une longue histoire, le retour d'un refoulé, c'est-à-dire que la dynamique de l'émergence artistique se paraît beaucoup à la dynamique de l'émergence du symptôme. Et c'est vrai que les artistes émergents, normalement, habitent la sphère de l'unheimlich, vous traduisez comment ça en français? Sinistre ou étrange, inquiétant. Alors, mais dans une définition très technique, c'est-à-dire d'une étrange familiarité, d'une espèce de familiarité irreconnaissable. Le jeune artiste est jeune dans la mesure où il est terriblement vieux et que son art est une archéologie du présent. Entre autres choses parce que l'indigence de ces conditions de travail le met dans l'obligation de faire un usage nouveau de moyens poétiques ou pratiques déjà désuets. L'artiste émergent fait un peu déjà naturellement ce que Anna Hallgren recommandait à ses élèves, d'utiliser la danse pour construire un habitat d'apparition du signe chorégraphique, c'est-à-dire de faire avec ce qu'on avait, avec ce qui était déjà là, et de pratiquer une espèce d'écologie de langage qui ne consistait pas à vouloir forcément inventer des choses nouvelles, mais plutôt à élaborer la manière de ce que le signe puisse survivre dans le moyen qu'on avait déjà, dans la désuétude des moyens qui existaient déjà. Pour cette raison-là, l'artiste émergent émerge aussi comme un révénant. Il est très proche des poétiques d'enterrement et d'exhumation qui ont habité l'art contemporain dans les dernières 50 années. En fait, il est invisible et il est submergé simplement parce qu'il a été enterré prématurément. Et son syndrome est le syndrome de l'enterré prématuré, de l'enterrement prématuré, de la disparition prématurée. C'est-à-dire que son apparition n'est jamais à proprement dire une naissance, n'est jamais un vrai début, c'est plutôt une réapparition de quelque chose. C'est intéressant parce qu'une fois de plus, pour tracer des liens ou détecter des liens avec les coutumes poétiques de la postmodernité, c'est vrai que toute l'histoire de la performance peut se réécrire depuis ce nœud dialectique fondamental qu'est
la visibilité de mon refus en tant que performeur à être visible selon les normes de naissance du signe que le monde m'a assigné. C'est-à-dire que, en fait, je fais émerger mon état d'enterrement parce que la seule manière de le dépasser serait de naître selon les règles de naissance que vous avez établies, que vous avez organisées pour moi. Et alors finalement, je préfère rester dans la non-naissance. Vous savez qu'au XIXe siècle, il y avait une société qui s'appelait Société pour la prévention de l'enterrement prématuré. Oui, parce que évidemment, ça arrivait très souvent. Et alors, il y avait des clubs, des gens qui s'organisaient pour se protéger contre la possibilité d'être enterré prématurément. Mais c'est aussi vrai que dans le conte de Edgar Allan Poe dédié à ce thème-là, on a découvert que finalement, l'obsession d'être enterré prématurément avait à voir à une espèce de volonté morbide de rentrer dans l'utérus. C'est-à-dire que finalement, il s'agissait de la terrible tentation de disparaître. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est important de tuteler et protéger l'aspect négatif de l'émergence. L'émergence est droit de visibilité, mais aussi droit d'invisibilité. Il faut subvertir le principe de transparence absolue qui met l'artiste en position de devoir rendre toujours compte de sa présence, rendre toujours compte de son image. L'artiste doit pouvoir disparaître dans la turbulence qu'il crée. L'artiste doit pouvoir ne pas se justifier, surtout les jeunes artistes, alors que maintenant c'est exactement le contraire. Ce sont les jeunes artistes qui doivent apparaître et en même temps n'ont déjà plus droit à l'invisibilité, n'ont déjà plus droit au secret de la création poétique. C'est pourquoi on peut dire que tous les jeunes artistes en général se voient forcés à l'autoportrait, mais forcés à l'autoportrait d'une manière très singulière, parce qu'ils sont forcés à l'autoportrait en disparition, c'est-à-dire à pratiquer l'effacement, l'éclipse comme nouvelle forme de frontalité, qui est une manière de dire « je suis là et je suis en train de disparaître ». Je m'évapore. Leur visage plonge un peu dans la même ombre épaisse qui était en train d'absorber tout le long de sa vie dans ses autoportraits Rembrandt. Encore. Je vais l'heure. Ça va, c'est parfait. Ce qui rend inébranlablement utile offrir aux artistes émergents un espace d'ouverture, le space of nothing dont Robert Dunn parlait, est-ce qu'il permet de produire comme un événement leur prise soudaine d'identité? C'est-à-dire, il faut garantir la possibilité que cette prise d'identité se produise comme un événement. Et il faut le faire parce que l'écriture première de l'artiste émergent, et qu'on aime toujours imaginer comme un commencement, parce qu'on ne peut pas admettre que cette écriture-là vient de très loin, a toujours l'urgence, la force, la prépotence d'une écriture ultime, d'une écriture dernière. Elle est le témoignage d'une noyade toujours possible. Le seul vrai avantage de l'artiste émergent est qu'il ne peut pas décevoir. C'est vrai, il peut pas décevoir, parce que même lorsqu'il est décevant, pour ainsi dire, en fait, sa forme est précisément ce qui nous guette dans le lieu où nous nous croyons déçus. Parfois, qu'il nous déçoive est même structurel par rapport à la nouveauté qu'il nous offre au lieu de l'horizon et des paramètres des déceptions qu'on lui applique. Il y a un projet artistique d'une artiste espagnole qui s'appelle Regina de Miquel, qui s'appelle Una historia nunca contada desde abajo, une histoire qu'on n'a jamais racontée d'en bas, pour ainsi dire. Et dans le projet artistique, elle inclut un laboratoire qui existe dans un endroit de l'Antarctique et qui s'appelle Isla Decepción, île Déception. Alors, elle s'appelle Île Déception. C'est un grand feu, c'est un grand centre d'activité sismique.
On l'appelle île Déception parce qu'on s'attendait à y trouver les trésors des pirates des tout en siècle. Mais finalement, l'exploration a révélé, il y a déjà 30 ans, qu'il n'y avait aucun trésor, qu'il n'y avait pas des sources de richesse là-dedans. Mais par contre, on y a trouvé une communauté bryophique de micro-organismes unicellulaires habitués à vivre dans des conditions extrêmes. Et j'aime bien invoquer un peu l'île Déception, l'imaginant comme la géographie poétique de la création émergente, qui est justement le lieu où on déçoit pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui bouge dans l'hétérotopie des profondeurs, pour ainsi dire, ce qui bouge dans le marge, et aussi ce qui permet de constituer le marge comme un habitat inattendu. C'est tout. J'arrête là, j'ai sauté des choses, mais je préfère parler avec vous. Vous avez cité quelqu'un tout à l'heure qui disait quelque chose comme la danse a sa source en nous, de ce qui est invisible. La danse a sa source dans cette extension en nous du visible. Dans cette extension en nous du visible. Merci. C'est une phrase poétique de la danse contemporaine, le grand livre de Laurence Loup. J'ai une formation initiale d'économiste, et vous avez parlé plusieurs fois de la valeur. Des valeurs qu'on connaît, la première étant le prix de la rareté, on en a parlé au début, c'est-à-dire rendre rare, rendre aristocratique une forme pour qu'elle s'épuise et qu'elle prenne de la valeur. Vous avez parlé aussi de la valeur travail, c'est-à-dire celle qu'il faudrait démontrer pour pouvoir donner une valeur intrinsèque à une production. Vous avez parlé aussi d'utilité, le prix de l'utilité. C'est les trois valeurs qu'on connaît en économie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'art pose une question à l'économie en disant on en a inventé une quatrième, mais vous ne savez pas l'évaluer. Elle existe, cette valeur. Peut-être un petit dessin que j'ai fait pendant que je vous écoutais. Vous vous souvenez sans doute de ce petit dessin de Magritte qui disait « Ceci n'est pas une pipe ». Je le montre pour ceux qui sont de l'autre côté. Vous la connaissez. Effectivement, ceci n'est pas une pipe, et ceux qui en douteraient, je vous défie de fumer ce dessin. Vous verrez que ça brûle très mal. Par contre, ceci est sûrement une Nike. Parce qu'une Nike, quand on achète du Nike, on n'achète pas une chaussure, on n'achète pas un bonnet ni une chemise, on achète ça, cette vaguelette qui est marquée dessus. Donc je pense que ça a beaucoup à faire avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une valeur qui s'appelle le symbole ou l'idole qu'on n'arrive pas à évaluer. Et en fait, il y a peut-être une résurgence très ancienne, c'est qu'on est finalement très très païen. Très païen. Et que l'art, ce serait la renaissance d'un paganisme qu'on pourrait vivre au sein des monothéismes, mais qui ferait que quelque chose qui est profondément enfoui en nous peut renaître. Polythéisme, paganisme. Et je pense que c'est cette valeur-là qu'on n'arrive pas à évaluer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, parce qu'effectivement, les trois valeurs, les premières dont on a cité, elles n'existent quasiment plus, même dans l'industrie. Encore dans les voitures, les choses comme ça, mais dans la dématérialisation des objets, enfin, c'est plus des objets, la dématérialisation de la consommation, il n'y aura bientôt plus d'objets. Par contre, cette volonté de se reconnaître en quelque chose, de se retrouver autour d'un rituel, je dirais que, pour reprendre un passage de la Bible, le veau d'or, c'est peut-être nous. Je suis assez d'accord. Hein. Par contre, je pense qu'on est plus payant qui est païen. Non, mais là, hors de la blague. Alors, la chose est que ça serait à saluer positivement si effectivement il y avait une espèce de valeur symbolique qui circule et qui est une valeur qu'on peut revêtir de mille contenus mystiques, spirituels, etc. Mais le problème du secteur est que dans le secteur, il y a une autre monnaie qui circule beaucoup, qui est la monnaie du discours, et qui en fait fait fonction de toute la monnaie réelle qui n'existe pas. C'est vrai, le secteur de la danse est un secteur normalement assez pauvre, mais c'est aussi vrai qu'il y a une capitalisation du discours. En fait, c'est l'un des milieux artistiques les plus hautement, les plus désespérément
discursive. Et c'est vrai que tout le capital qu'on ne peut pas accumuler en état matériel devient capital discursif. Le capital discursif n'est symbolique que dans des termes très structurels, parce que finalement, ce qu'il crée est justement la possibilité de pouvoir vendre à la conscience d'un public des phénomènes comme phénomènes, pour ainsi dire. Il y a des artistes, et chacun pensera les siens, il y a des artistes qui ont vécu de ce capital discursif, qui ont joui d'une espèce de accumulation du discours. Quand je parlais de la dématérialisation de l'objet artistique, je fais référence aussi à toute la danse qu'on a vue, qui peut-être ne valait rien, j'exagère, qui peut-être ne valait rien, mais qui était par exemple objet d'une énorme surévaluation critique, théorique. Quoi ? Bien sûr, mais avec une différence que dans le marché de l'art contemporain, la capitalisation du discours peut effectivement aboutir sur un grand mouvement de capital matériel, délirant. Par contre, en danse, ça n'arrive normalement pas, c'est-à-dire... Non, je veux dire, normalement, ça n'arrive pas. Et c'est la principale raison, à mon avis, de ce qu'il existe tellement de réseaux européens. Parce que comme Europe est principalement une entreprise économique, alors il s'agissait de garder un peu la sacrée représentation de la circulation du discours culturel et de réunir les commissions européennes et de créer tous les groupes possibles et imaginables pour que justement le capital discursif puisse circuler en absence d'autres capitales qui allaient ailleurs. C'est ça. Alors, je suis d'accord qu'on est dans une époque de paganisme, si l'on veut, mais c'est un paganisme très payant. Et c'est payant d'un point de vue matériel si on achète des Nike, et c'est payant d'un point de vue discursif si on va au théâtre. Juste pour revenir sur... parce que là, c'est une forme de provocation qui est peut-être salutaire, justement, dans un groupe qui travaille sur l'émergence, pour donner cette place et accompagner. On a passé hier une partie de l'après-midi à réfléchir à tous les mécanismes possibles. Et à la fois, en entendant cet exposé, c'est vrai qu'on se pose un peu la question de la place justement de ce petit milieu. Est-ce qu'il est nécessaire d'aider à faire disparaître, ou est-ce qu'il faut ne plus parler de ceux qui ont émergé? Enfin, c'est tout un tas de questions qui sont soulevées aussi à travers ce discours. Quelle position on peut avoir justement tous ces lieux, toutes ces démarches qui tentent d'accompagner l'émergent? Ah non, c'est tout à fait une position héroïque. Le seul problème, non, c'est vrai. J'ai dit toujours, chaque fois que je rencontre des médiateurs culturels, parce qu'il paraît que je parle toujours contre la médiation culturelle. Et c'est vrai que le concept en soi de médiation culturelle, pour moi, bon, je suis un peu allergique. Mais en même temps, j'ai énormément de respect envers l'aspect pratique de la médiation culturelle, parce que je pense justement qu'elle a besoin d'une forte inoculation de mentalité poétique, qui veut dire que les médiateurs culturels devraient s'imaginer leur rôle comme un rôle moins culturel, moins social, et finalement plus poétique. On en a parlé assez dans une rencontre récente à Royaumont. Plus poétique, qui veut dire aussi se prendre des libertés et essayer d'imaginer la politique des médiations la plus idiosyncrasique possible, toujours pour la même raison. Là, je me répète un peu, mais j'ai dit toujours que si je suis amoureux de quelqu'un et je veux le séduire, j'obtiendrai pas mon résultat si la première chose que je lui dis est « j'ai quelque chose à t'enseigner, tu peux apprendre de moi ». Ça n'arrive pas. Par contre, s'il tombe amoureux de quelque chose d'autre, alors il voudra me connaître, il voudra m'entendre, il voudra plus d'informations. C'est justement la croyance de ce que donner beaucoup d'informations au niveau culturel puisse déchaîner l'amour des publics qui, à mon avis, ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher. Quand je dis qu'il faut sauvegarder l'incidentalité justement de l'émergence, qui n'est pas qu'un problème des artistes émergents, c'est un caractère de l'expérience même de la beauté pure, pour utiliser un gros mot,
j'ai dit aussi ça, il faut quand même garantir qu'il y ait une certaine brutalité dans cette rencontre. Si on essaye de suaviser tout le temps cette brutalité, par des explications, le résultat sera culturel. La culture a l'hypocrisie comme gasoline. C'est-à-dire que le déploiement d'une hypocrisie culturelle ne produira qu'un public hypocrite. Et c'est précisément le public qu'on a en ce moment. Pas tout, mais surtout en danse contemporaine, il y a une portion assez alarmante de public hypocrite, de public culturellement bénévole, disons, qui se sent en devoir de dire qu'il adore ceux qu'il a détestés, finalement. J'exagère un peu, hein, mais non, voilà, c'est là. Je n'ai pas de recette sur ça. Je n'ai pas de recette. Je pense que c'est fondamental, mais c'est aussi fondamental, comme je dis souvent, d'arrêter de pratiquer la nursérification des artistes, surtout des jeunes artistes. On les voit toujours sans défense, les pauvres. On a une image assez pathétique et assistentielle de la création. Et moi, je me rappelle toujours de la phrase de Brodsky qui disait « Ne vous préoccupez pas excessivement pour les poètes parce qu'ils survivent toujours. Ils s'en sortent toujours. » Qui veut dire finalement que c'est vrai que le milieu culturel doit se responsabiliser, mais c'est aussi vrai que les artistes doivent se responsabiliser. Pour moi, c'est fondamental. Et par contre, ils ont été cultivés pendant 40 ans dans cette conviction que « je suis artiste » est une phrase possible, alors que c'est l'essence même du mauvais goût. Je sais pas si, parce que c'est-à-dire l'idée de ce que cette prise d'identité qui est la prise d'une qualification et qui me donne des droits automatiquement. Non, désolé, il y a beaucoup de travailleurs honnêtes là dehors qui ne seraient pas d'accord et qui auraient raison de n'être pas d'accord parce que leur subsistance dépend de ce qu'ils font, pas de ce qu'ils sont. Pour les artistes, c'est la même chose, qui veut dire qu'ils se responsabilisent pour ce qu'ils font. Et que justement, ils décident d'utiliser et exploiter leur droit d'invisibilité, qui est justement savoir quand est-ce que tu veux montrer tes choses. Et le reste du temps, épargner à l'hypertrophie du marché de devoir aussi absorber ce dont toi-même tu n'es pas convaincu. C'est un peu ça le problème. J'ai dit toujours, l'artiste, on le voit, on l'imagine comme un enfant problématique, ça chie partout, il est très créatif, il joue avec sa merde, voilà, il en fait de la sculpture contemporaine, et on ne peut pas le censurer parce que comment est-ce qu'on peut freiner toute cette alluvion de créativité? Mais, désolé, non. Peut-être on ne doit pas se mettre en position de la freiner, nous, mais les artistes devraient quand même... Ouais, essayer de se contenir. C'est une question d'être adulte. On a besoin d'art adulte. On a horriblement besoin d'un art adulte fait par des adultes pour des gens adultes. C'est-à-dire qu'on a terminé par appliquer aux artistes émergents la même logique de victimisme structurel qui est ce qui définit tout notre système moral qu'on applique à toutes les formes de... diversité fonctionnelle, à toutes les formes de répression, à toutes les minorités, etc. Les artistes émergents sont devenus du coup une autre catégorie à risque, une autre catégorie qui demande protection, d'autres victimes. Et par contre, les victimiser, c'est la dernière chose qu'il faudrait faire. On revient en fait à la question d'hier. Sur le lien entre l'émergence et le marché, une manière d'envisager la question de l'émergence à partir de ce rapport entre l'émergence et le marché. Et ce que tu viens de dire permet d'ouvrir une porte vers le rapport que l'on peut avoir à l'émergence par rapport à l'émergence elle-même et à la pratique artistique, l'émergence du poétique, et non pas l'émergence de la commercialisation ou de la rentabilisation de l'existence. Donc,
peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il faut effectivement envisager l'émergence, non plus comme l'émergence d'artistes qui produisent des produits qui vont être consommés, mais plutôt comme des gens qui font émerger une pensée poétique, et que le travail d'accompagnement pourrait être plus important de ce côté-là que du côté du réinvestissement de ce travail d'accompagnement dans le marché. C'est à cet endroit-là pour moi, il y a un gros problème à cet endroit-là. Quand on accompagne les artistes, on accompagne qui à faire quoi, pourquoi, comment, et dans quel but. Mais il y a quelque chose de plus pervers dans la discussion, qui est que on s'interroge sur l'émergence et le rapport des accompagnateurs à l'émergent, mais ton discours attaque de manière beaucoup plus violente la situation de l'accompagnant. Et c'est bien là que le problème se pose. Je veux dire, les artistes, ils font leur poétique, et l'accompagnant fait quoi? Qu'est-ce que fait l'accompagnant? Sachant que tu en es un parfois. Eh Sachant que tu en es un parfois. Non, c'est une question difficile, je la prends très au sérieux. J'ai toujours pensé que peut-être ce qui est l'erreur, si c'est une erreur, parce que c'est quand même une erreur qui vient de la bienveillance, est d'appeler ça accompagnement ou compagnonnage. C'est peut-être l'erreur. Parce que je pense toujours, alors toute l'histoire, pas de l'art, toute l'histoire de la civilisation a été faite de rencontres très idiosyncrasiques entre individualités. Qui veut dire que, à mon avis, l'un des problèmes du médiateur culturel est qu'il se sent normalement investi par la société d'un rôle de représentation. C'est pourquoi la phrase favorite du programmateur est « ça, c'est pas pour mon public ». Qui veut dire normalement, je me mets dans la peau de cette collectivité sans visage et j'interprète sa volonté, j'interprète même ses attentes, pour ainsi dire. Mais c'est un rôle un peu impossible, c'est un rôle un peu fantomatique, finalement. En même temps, ça donne des privilèges, mais ça met aussi le programmateur, le médiateur dans une position très compliquée. J'insiste toujours sur le fait que si on a le pouvoir, et on assume qu'on a le pouvoir de choisir, il ne faut pas en avoir honte et savoir qu'on choisit depuis son idiosyncrasie, depuis son histoire personnelle, depuis sa sensibilité. C'est un pari, pour ainsi dire, qui veut dire qu'on parie pour un artiste, on tombe amoureux de son travail, qui veut dire on essaye de le mettre en condition de travailler parce qu'on veut que les autres l'aiment aussi. Si on imagine la relation entre médiateur et artiste en des termes un peu plus érotiques, du coup on aura moins de paternalisme, on aura aussi plus de distance, parce qu'on sera dans une relation plutôt de fascination réciproque, qui veut dire je te suggère deux moyens de pouvoir soutenir ton projet poétique et tu me suggères une poétique qui me fait imaginer des nouveaux moyens. C'est un peu ça. Et puis dit comme ça, c'est très facile. Mais je répète, je suis ni médiateur, c'est un désastre, mais je connais par contre beaucoup de médiateurs, beaucoup de programmateurs, et je vois que normalement ils sont un peu victimes de cette espèce de collectivisation de leur rôle singulier, de leur individualité laborale. Et c'est impossible, c'est impensable, à mon avis. Merci d'avoir dit cette phrase que je trouve absolument horrible, et je suis programmateur, donc je le dis. Ce n'est pas pour mon public. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, cette phrase, en fait, puisque les gens qui sont dans nos salles, il y a autant de sensibilités différentes. Voilà. Juste dire que peut-être qu'il faudrait remettre effectivement du désir là-dedans, en fait. Voilà. Dans cette idée de transmission, c'est quand même aussi des choses, quand on a envie de les défendre, c'est la question
avant tout aussi du désir. Ça va peut-être rejoindre le côté païen, c'est-à-dire qu'à un moment, dans nos cultures et dans nos... On parlait de monothéisme, il y a beaucoup d'ascétisme, il y a beaucoup de... Voilà, si on retrouvait un peu de plaisir, un peu de désir, et dans cette idée de, justement, de transmission ou d'accompagnement, appelons ça comme on veut, peut-être que ça doit partir avant tout du désir. C'est peut-être la notion érotique que vous donniez de cette relation-là. C'est peut-être ça qui est fondamental avant tout, et comment ensuite on a envie d'en parler et de le transmettre, enfin d'essayer de le partager, voilà, avec nos publics. Donc c'est peut-être ça qui est fondamental avant tout, quoi. Quand on rencontre un artiste qui soit émergent ou pas, enfin voilà, par rapport à cette idée de ce qu'il défend, de son langage, de sa poétique, etc. C'est comment on a envie de le transmettre. Enfin, moi, je crois que c'est ça, c'est ça ce qui nous réunit. Et arrêtons, voilà, les calculs, les positionnements, etc. C'est pas très très intéressant, voilà. Alors là, je dirais quelque chose d'un peu plus provocateur et davantage sur cette ligne-là. Je suis un peu conditionné peut-être parce que les derniers mois, j'ai lu avec obstination beaucoup de romans de Balzac et Zola. Alors je plonge dans le monde des courtisans, des putes, des lorettes, des grisettes, etc. Tout un monde de prostitution structurelle. Voilà. Alors, en fait, je dis, la chose est que vous ne prêtez pas un service public, vous prêtez un vice public. Et si on arrivait à imaginer que la relation aux arts des gens se reconfigure en des termes vicieux, qui veut dire érotique, qui veut dire la danse, c'est pas un médicament universel, c'est pas un panaché. La danse, c'est un vice, ça demande des goûts plutôt pervertis, et on essaye de diffondre cette perversion. Peut-être si on assume ce point de vue, on souffrira moins. On souffrira moins de voir que quand même un bon 80% de la population mondiale peut parfaitement vivre sans danse contemporaine. Okay. Et on ne peut pas leur en faire une faute. Okay. Les gens ont le droit de ne pas aimer ça et ont le droit de ne pas le vouloir connaître. Alors, il s'agit plutôt de voir si cette perversion peut se diffondre. Là, j'exagère, mais... Si vous imaginiez d'être comme des madames qui gèrent des bordels, peut-être le travail serait plus intéressant, parce qu'on a une clientèle qui vient... Hein? Je sais que c'est une métaphore insultante, mais je l'utilise exprès parce que j'invite toujours les artistes avec qui je travaille à s'imaginer plus comme pute que comme sainte rédemptrice, parce que c'est plus créatif, quoi. C'est plus amusant, tout d'abord, et ça suggère plus de ruse poétique, qui veut dire que, alors, une fois de plus, finalement, on ne peut pas se tromper, le public, c'est quand même une clientèle, ils viennent, ils payent en billets. Alors, quand on... Il paye le spectacle, il paye le droit de voir, il paye l'installation à l'électricité, le chauffage, il paye quoi? Il paye le désir, c'est ça. C'est pourquoi je trouve assez féconde, quoique extrême, la métaphore du bordel et la métaphore de la prostitution qui d'ailleurs s'est appliquée à la danse inconditionnellement pendant plusieurs siècles. Il est justement le fait que ce que l'artiste donne à son client n'est quand même pas calculable. C'est-à-dire, le public paye un billet pour recevoir quelque chose d'incalculable, parce que son calcul ne se fait que dans le territoire, que dans le domaine du désir, finalement. Et désir qui veut dire que si l'œuvre d'art est bonne, elle n'est pas consommée comme une baisade. Au contraire, elle ne fait que reproduire et éterniser le désir, l'attention, la volonté de comprendre. Le spectacle m'obsède pendant un temps. Je commence effectivement à désirer et j'en veux davantage. C'est vraiment une séduction payante qui s'est faite là. Elle ne peut pas ne pas être payante, mais elle peut être une séduction. Et peut-être, si on est plus honnête par rapport justement à cet aspect
obscène de la prestation artistique qui est l'entrée qu'on paye, le prix qu'on paye, on fera un art aussi plus honnête. Parce que chaque fois qu'on parle de relation au public, chaque fois qu'on parle justement de participation, la seule chose dont on ne parle jamais est justement le marge obscène de la question, qui est le fait que le public est en train de payer quand même. Et le fait qu'il paye peut se récupérer poétiquement si on désanctifie un peu la prestation artistique. Et si on désanctifie un peu, si on profane un peu la prestation qu'est la médiation culturelle, qui veut dire justement, je suis là pour favoriser des dynamiques, des séductions qui puissent aussi transfigurer l'obscénité économique de la relation à un public clientèle pour voilà, réveiller d'autres scénarios de désir, justement. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai tout bien suivi. Par contre, moi, je suis venue ici comme artiste émergente. Donc, je découvre tout ce qu'on peut dire sur les artistes émergents que je n'étais pas forcément au courant. Donc, tout d'abord, je ne me considère pas du tout une artiste émergente. Enfin, je ne pense pas à moi comme une artiste émergente. Je ne me mets pas dans une catégorie. Et je pense qu'il y a des dangers de mettre des choses dans des catégories comme ça. Et justement, je trouve qu'il y a un danger de la relation de séduction qu'il peut avoir dans ces rapports-là. Après, je suis d'accord avec le fait, le rapport sensuel de désir, de corps qui se passe entre l'artiste, le public, les programmateurs et tout ça. Je suis pour que ça passe par ces chaînes-là et pas par chaînes économiques, etc. Par contre, il y a un danger justement dans cette idée que l'artiste émergent doit séduire les programmateurs, les médiateurs pour, en espérant toucher à cet Eldorado pouvoir surfer sur les vagues et pas être au-dessous. Donc moi, en tant qu'artiste, je veux pas... en fait, on cherche les conditions pour pouvoir travailler en étant émergent ou pas, parce que je connais beaucoup d'artistes très confirmés qui sont dans la même crise quand ils sont en création que ceux qui commencent. C'est juste une question de temps. Ouais, voilà, donc j'ai un petit problème avec cette question de la séduction. Je pense que c'est un danger pour l'artiste, en fait, de vouloir séduire, penser à son émergence comme une séduction d'une certaine classe. Vous trouvez que c'est plus digne de devoir convaincre quelqu'un que de devoir le séduire? Non, je pense que c'est pas une question de dignité, mais ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est de faire ce que je trouve que c'est important de faire dans mon domaine, que de plaire après. La séduction n'est pas justement un problème du séducteur. Hein. Séduire, ça veut dire conduire vers soi, qui veut dire que justement c'est l'autre qui bouge. Je séduis plus facilement si justement je ne suis pas en train de... C'est ça, c'est-à-dire être dans une dynamique de séduction veut dire effectivement j'essaye de faire quelque chose qui à mon avis produit de la beauté. J'utilise encore le gros mot avec tous ces retentissements possibles, qui ne veut pas dire que je suis en train de lécher le cul au public pour le séduire, qui veut dire que si ce que je fais a une certaine valeur poétique, probablement ça séduira le public. Et alors, c'est la chose qui parle pour moi. Je n'essaie pas de le convaincre. Le public peut-être n'a pas besoin de mes explications pour tomber amoureux de ce que j'ai fait. C'est plutôt ça. Hein. L'exemple que j'ai fait toujours est la représentation classique de Vénus. Vous savez que Vénus, on l'a représentée avec les yeux strabica, bisca. Ouais, avec un léger strabisme. Le strabisme de Vénus est effectivement une espèce de métaphore de son pouvoir de séduction, parce qu'elle ne regarde jamais directement. C'est-à-dire, je suis en séduction si je vous parle et cependant je regarde quelqu'un d'autre,
ou si, ou si je vous regarde alors que je dis quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est toujours ça. Et il faut aussi un peu rétablir cette relation entre l'artiste et le public. On est trop dans la rhétorique du dialogue, on est trop dans la rhétorique de l'honnêteté, on est trop dans la rhétorique de la transparence, on est trop dans cette rhétorique absolument puritaine de la confession mutuelle. De ça, on a parlé beaucoup à Royaumont, justement, le pied de Seine, le bord Seine, le typique débat entre public et artiste, c'est une forme de expiation culturelle partagée. C'est une liturgie culturelle, ça sert à donner l'émail de l'honnêteté et de la moralité à quelque chose qui devrait être assez amoral, comme justement la relation qu'il y a entre n'importe qui et n'importe quel objet artistique. C'est simplement ça. Hein. Je ne vois pas de danger. Bien sûr, la séduction est dangereuse, mais s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de beauté. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accompagnement en disant que c'était peut-être une erreur. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce que le programmateur peut faciliter, plus qu'accompagner, concrètement l'artiste émergent, sans l'accompagner, en fait? Par exemple, il y a une chose, je suis sûr que beaucoup de vous, et probablement tous vous le faites déjà, qui est de demander à l'artiste s'il a une idée de la manière dont il voudrait être accompagné. C'est-à-dire de demander à l'artiste pas seulement qu'est-ce qu'il veut faire artistiquement, mais aussi s'il a une idée créative de comment il voudrait être accompagné, par rapport au format de présentation, par rapport à la temporalité de son travail, etc. Au lieu de lui demander à s'adapter à votre idée d'accompagnement, de lui demander comment est-ce que tu veux que je t'accompagne? Je te suis, j'y vais avec toi. Oui, on fait du sexe. Une des réponses... on va revenir inévitablement à un moment ou à un autre sur le thème du marché, parce qu'il y a vraiment cet accompagnement. Enfin, vous faisiez la différence un peu entre les deux, sur qu'est-ce qu'on accompagne. Il y a la volonté du programmateur d'accompagner un projet artistique, de défendre des valeurs, une pensée, une esthétique, que l'artiste souhaite aussi voir accompagné ou soutenu, mais il y a aussi un moment ou à un autre le moyen de permettre cette pensée et cette vision esthétique, et donc les moyens financiers. Donc finalement, en demandant au programmateur comment est-ce que vous pouvez m'accompagner, enfin voilà, si le programmateur demande vraiment à l'artiste, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, un moment ou à un autre, la réponse ce sera forcément de m'aider en me donnant des sous, tout simplement. Mais non, c'est pas si, non, c'est pas. Pas alors, seulement. Hein, il n'y a pas que cette question économique, mais si on veut pouvoir rendre aussi possible ça, il y a quand même toute la question du professionnalisme, du salariat, de pouvoir payer son équipe, tout simplement. Non, bien sûr. Alors là, je me remets à ce que je connais assez, qui est un autre format, si l'on veut, d'accompagnement, qui est la dramaturgie. Alors, normalement, comme dramaturge, quand je accompagne, qui est en verbe, que je déteste un chorégraphe, il y a un moment que, par exemple, il me dit j'ai ce problème poétique-là, je lui offre une solution, et souvent, il me dit ça, c'est pas pratiquement possible, ou ça, c'est pas, ou j'aime pas ça. J'aime son signifié, mais j'aime pas la forme qu'il est en train de présenter. Et alors, j'essaye simplement de tirer de son refus les raisons d'élaborer une autre proposition plus subtile qui arrive justement à assouvir un désir jusqu'au moment que le désir est finalement partagé. Quand je parle de rétroalimentation, je dis ça. Carrément, un artiste ne peut pas tout demander, il ne peut pas tout prétendre. Mais déjà, si l'artiste dit quelle serait la forme idéale pour lui d'être accompagné, qui ne veut pas seulement dire combien d'argent je veux pour travailler, mais aussi dans quelle forme, dans quel format, dans quel style on donne à ce voyage ensemble. S'il demande des choses qui sont impossibles à faire, au moins savoir quels sont ses délires vous aidera à trouver une forme qui puisse lui plaire et qui soit aussi possible pour vous et utile et bonne pour lui. Que justement, il n'y ait pas d'interruption du flux poétique dans l'acte de l'accompagnement. C'est vous rentrez dans un univers poétique qui veut dire que vous devez aussi un peu
en assumer, en embrasser les ondoiements, les économies poétiques, et utiliser vos économies pratiques pour essayer de produire une bonne approximation de ça. Mais je pense que parler avec les artistes et même un peu les pousser à ce qu'ils imaginent des manières créatives de recréer ou réinventer l'accompagnement. Justement parce que de la même manière qu'ils luttent pour se défaire des formats poétiques, des formats esthétiques, peut-être la partie intéressante de votre travail, c'est de vous libérer, de vous émanciper des formats d'accompagnement qui viennent de loin et qui sont déjà là établis, qui ont marché peut-être à son temps, mais peut-être il est temps de changer. Mais une angoisse particulière en France. Les deux mots qui sont utilisés en France sont créateur et compagnon. Compagnon, je vous rappelle, c'est partager le pain. Donc c'est quand même des mots qu'on ne trouve pas dans les traductions à l'étranger. Ces deux mots-là, on ne les trouve pas aussi nettement. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une... Bon, après, on nomme ce qu'on veut, mais je ne suis pas lacanien, mais comme disait l'autre, c'est quand même là. On parle de créateur et de compagnon. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est spécifique à la France, là, dans ce rapport entre celui qui suit le créateur et qu'on ne trouverait pas aussi fortement dans d'autres pays? Vous qui parliez de nivellement ou de normalisation européenne, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une spécificité française à cet endroit-là? Alors, il faut dire que finalement, j'ai la sensation, puis ça c'est un peu léger de le dire, et je ne suis pas assez informé, assez renseigné pour le dire avec conviction de cause, mais j'ai parfois la sensation que justement les réseaux européens sont ce que l'Europe fait en absence d'une structure aussi forte, aussi ramifiée que la française. C'est pourquoi, curieusement, dans ces plateformes-là, la France a une représentation relativement succincte, relativement petite. Parce que justement, les plateformes européennes sont une espèce de succédané international d'un modèle d'accompagnement qui est un modèle éminemment français. Ça, c'est sûr. Depuis l'Italie, depuis l'Espagne, on a toujours regardé la France comme le paradis perdu, quoi. C'est quoi ça? C'est magnifique. Non, non, je veux dire, c'est ça. Alors, quel est l'avantage d'avoir une structure si solide, avec tellement d'histoires, si ramifiée, qui sait penser tellement, qui sait réfléchir elle-même tellement? C'est qu'il y a un moment qu'elle produit son propre moralisme, qu'elle produit son propre conformisme. Et c'est vrai que la France est un peu devenue, à mon avis, la patrie du conformisme du discours, la patrie d'une espèce de confusion constante et assez dangereuse entre le poétiquement correct et le politiquement correct. En France, on peut le ressentir, on peut vraiment le palper très sensiblement. Ailleurs, un peu moins. Mais ce n'est pas parce qu'ailleurs, on est moins hypocrite. C'est qu'ailleurs, on a moins de structure. Et la structure est moins institutionnalisée. Tout ce qui est institutionnalisé, inévitablement, absorbe les structures de moralité assumée des institutions. Ce qui fait que le médiateur culturel ne peut pas se permettre d'être blasphème, par exemple. Il travaille pour la société. L'artiste non plus. Il ne peut plus se permettre d'être blasphème. Ni le médiateur, ni l'artiste peuvent penser le mal. Là, je cite toujours Philippe Muret, qui, à mon avis, est l'un des plus grands analystes du climat culturel français et européen en général, et il parle de l'empire du bien. L'empire du bien qui veut dire justement une espèce d'imposition totalitaire des valeurs morales que l'art devrait véhiculer, on ne sait pas précisément pourquoi. Et il faut dire que oui, il y a un certain impérialisme du bien dans la culture française, dans ceci, et dans l'idée de médiation culturelle et de soutien à la création. Pas mal de moralisme, en tout cas. Peut-être pour donner un exemple, j'ai reçu récemment une invitation de la part d'une compagnie espagnole, Cristina Blanco, qui organise avec un groupe d'artistes le festival d'internationalisation de la diffusion.
Je trouve ça intéressant. Donc ce sont les artistes qui choisissent leur programmateur. Voilà, ils ont totalement inversé. Donc c'était pour aussi souligner le caractère aussi dans d'autres pays qui peuvent se permettre de revoir un peu les formats. Et donc c'est totalement inversé puisque c'est eux qui nous choisissent pour aller les voir et ils font eux-mêmes le choix de leur programmation. C'est en Catalogne, hein, c'est à Barcelone. Je remercie Roberto et je remercie tous d'avoir contribué à cette réflexion. Merci pour votre patience. Merci. Merci.